Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs. Je suis Spike pour mener les débats comme d'habitude et aujourd'hui c'est un podcast ciné-club. Une fois de plus, comme toutes les semaines, on reprend notre rythme hebdomadaire. Un podcast qui est consacré, vous le savez si vous nous suivez sur Discord où ont lieu les échanges autour des films ou si vous avez écouté notre précédente pastille sur Senso. Un podcast consacré à Frances A, le film numéro 681 de la collection Criterion dans laquelle nous puisons toutes les semaines. Un film, alors je le dis avant de présenter mon interlocuteur, que dis-je, mon ami, un film sorti en 2012 réalisé par Noah Baumbach, on va revenir sur lui, et avec Greta Gerwig qui est actrice principale et scénariste du film, Mickey Sumner et aussi Adam Driver tout jeune. J'ai avec moi pour m'accompagner, comme je le disais, mon pote de cette aventure du ciné-club, Grey Pigeon. Bonjour Grey. Salut Spike, ouais, un super film Frances A ou pas, on va voir. Ah, est-ce qu'il y aura différent pour la première fois dans le ciné-club? Jusqu'à présent, on était plutôt d'accord sur les films. Là, on a peut-être une appréciation différente. Je ne sais pas, à vrai dire, on improvise pas mal aujourd'hui. Et avant de plonger dans ceux qui ont fait le film et dans le contexte de sa production, pour laquelle tu as effectué de magnifiques recherches, mon ami, je me livre à l'exercice du résumé pour lequel je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Et donc, en fait, c'est assez simple. Frances A, c'est l'histoire de Frances, qui est une jeune femme dans la vingtaine, on imagine, une New-Yorkaise qui est une danseuse, mais dont on sent que les rêves de gloire dans la carrière artistique sont sur le point de s'éteindre. Et cette femme, elle a du mal à trouver sa place dans ce New York en pleine ébullition. Elle n'est plus tout à fait une enfant, elle n'est même plus du tout une enfant en fait. Elle a une sexualité, elle a une vie amoureuse compliquée. Mais dans le même temps, elle n'est pas vraiment une adulte. Elle refuse un peu ce monde qui s'ouvre à elle, celui de la raison et de la fin des rêves. Voilà comment je résumerais le film. Ouais, t'es déjà un petit peu plongé dans l'analyse là, je trouve, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a plein de choses dans le film et en même temps, il n'y a pas grand-chose. C'est assez compliqué à résumer, hein, parce que c'est plus une chronique qu'une histoire vraiment qu'on suivrait d'un point A à un point B. Hein. Ouais, je pense que tu as raison. Soit on en dit beaucoup, soit on n'en dit pas du tout, en fait, pour résumer ce Ouais. film. C'est quelque chose de très léger. Enfin, on va y revenir dans l'analyse, tu as raison. J'ai un peu dévoilé les axes de notre pensée. Mais avant de plonger dans l'analyse, quelques anecdotes pour nos auditeurs, et notamment sur Noah Baumbach, dont je ne sais toujours pas si je prononce correctement le nom. Tu vas peut-être me reprendre, pour lequel tu as effectué tes recherches. J'en ai aucune idée de comment on prononce son nom. Moi, j'aurais dit Baumbach, mais t'as probablement raison. Alors, il est né en 69, ce qui, au moment de la sortie du film, lui fait à peu près un petit peu plus de 40 ans. Il est plus âgé que Greta Gerwig. C'est à mentionner parce qu'ils sont effectivement en couple à l'époque du tournage du film. Ils sont toujours d'ailleurs. Alors lui, c'est un pur New-Yorkais. Hein. Il est né à Brooklyn et il est issu d'une famille vraiment artistique, dirons-nous. Hein. Son père, il écrivait des romans et en même temps, il était critique de cinéma. Et sa mère, elle était critique de cinéma et en même temps, elle écrivait des romans. Donc tu vois, il est vraiment issu d'une famille très artistique. Il grandit dans ce milieu-là avec ses trois frères et sœurs. Par contre, son enfance, ça va pas être très heureuse parce que ses parents vont divorcer. Ça va beaucoup le marquer. Tant et si bien qu'il en fera un film d'ailleurs. Alors le titre français, je ne me souviens plus, mais le titre en anglais c'était The Squid and the Whale. Alors le titre français, c'est, je ne me souviens plus du nom de famille, mais c'est le nom de les famille Bergman, se sépare. Les Bergman se séparent, voilà, exactement. C'est ça, ouais. Et bon, ça c'est son film. En tout cas, moi, c'est le film par lequel je suis rentré dans l'univers de Noah Baumbach. Je vais le prononcer comme toi. Hein. À l'allemande. Voilà. Il a fait. Alors c'est un nom d'origine juive. Hein. Son père était juif. Il l'est toujours d'ailleurs, je pense. Alors que sa mère, elle, était protestante. Alors, mais c'est pas son premier film. Hein. Il a fait d'autres films avant, des films
typiquement new-yorkais, dans lequel notamment son premier film, dont le titre est Kicking and Screaming, qui revenait sur des jeunes, 4 jeunes garçons qui ont du mal à rentrer dans l'âge adulte. C'est un petit peu Francesa avant l'heure, mais là c'était sa vie à lui. Hein. Il y avait notamment dans ce film-là Josh Hamilton. Ah oui. Donc c'est un film, c'est des films. Il va faire ensuite Mr. Jealousy. C'est des films qui vont pas rencontrer un succès énorme, hein, on va pas se mentir, mais qui vont lui permettre de se faire un nom dans la scène new-yorkaise. Et c'est notamment à ce moment-là qu'il va rencontrer quelqu'un qui va être important pour lui, c'est Wes Anderson, pour lequel il va écrire 2 films. La vie aquatique, avec Bill Murray, entre autres, hein, le casting classique des films de Wes Anderson. et un petit peu plus tard, un peu plus récemment, c'est lui qui a scénarisé le fantastique Mr. Fox, le film d'animation adapté de Roald Dahl. Il s'inscrit vraiment dans cette veine très new-yorkaise du début des années 2000, qui est très inspirée par Woody Allen, évidemment. Je pense que pour Francesa, c'est une référence qui reviendra plusieurs fois dans notre conversation. Et lui aussi, il dit s'inspirer, alors c'est assez marrant, de 2 réalisateurs principalement, c'est Jim Jarmusch et Steven Spielberg. Il est un petit peu entre les deux, c'est vrai, hein. Ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Oui, bah le noir et blanc pour Jim Jarmusch, c'est aussi collé au premier film de Jim Jarmusch. Ouais, tout à fait. Alors, il a fait d'autres films entre le Squid and the Whale et Francesa. Parce que Francesa, c'est pas du tout un de ses premiers films, hein, mais il est relativement récent dans sa filmo. Hein, mais il a fait d'autres films avec notamment à chaque fois son égérie du moment. Donc, que ce soit avec Jennifer Jason Leigh, sa femme, qui est dans la première partie des années 2000, ou Greta Gerwig, donc qu'il a rencontré sur le film Greenberg en 2010, dans lequel jouait également Jennifer Jason Leigh, et qui est devenue donc son égérie, dans laquelle avec laquelle il va travailler toute la décennie 2010, de Greenberg en passant par Francesca, mais jusqu'à White Noise, le dernier film. Voilà. Et Barbie, donc le prochain film qui va sortir cette année, donc qu'ils ont coécrit et que Greta Gerwig va réaliser. Mais donc voilà pour Noah Baumbach, il est temps de passer à Greta Gerwig justement. Ouais, bah c'est intéressant d'évoquer sa carrière à l'occasion de ce film de Francesa, parce que comme je le disais un peu plus tôt, à plus d'un titre, le film il est presque autobiographique en fait. Elle est actrice principale, mais elle est aussi scénariste. Et on peut pas nier qu'elle nuise dans son expérience personnelle, ça se voit déjà dans l'âge qu'elle a au moment où elle écrit et où elle tourne le film. Elle a 29 ans, on est en 2012 et on voit très bien qu'elle se transpose dans ce rôle. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs traits communs qui vont revenir et qui vont être très liés à la réalité de ce qu'est Greta Gerwig. Alors, on revient un peu en arrière. Greta Gerwig, elle naît, contrairement à Noah Baumbach, très loin de la scène artistique new-yorkaise un peu underground que tu nous décrivais et qu'on lui associe aussi aujourd'hui. Elle naît en fait à l'autre bout des États-Unis, en Californie, à Sacramento, de parents qu'on pourrait dire issus des classes moyennes américaines, quand même relativement aisés. Son père, par exemple, est ingénieur et ils ont de quoi lui payer durant ses plus jeunes années une étude dans des établissements privés. N'empêche que elle n'est pas dans l'opulence. Et ses parents et son enfance à Sacramento, c'est un premier élément qui va revenir dans Francesa, parce que dans le film, à l'occasion d'un voyage dans sa ville natale, le personnage de Frances renoue avec ses parents qui sont joués par, je te le donne dans le mille gré pigeon, les propres parents de Greta Gerwig. Ah oui. Alors, assez jeune dans ses années lycéennes, deuxième trait commun avec le film, elle va suivre une formation de danseuse. C'est sa première passion artistique, donc là on rejoint pleinement Francesa. C'est quelque chose qu'elle va poursuivre durant tout son cursus universitaire et c'est un point essentiel du film. C'est son premier mode d'expression artistique avant qu'elle s'oriente vers le cinéma, mais le cinéma c'est un peu un pis-aller, comme tu aimes le dire et comme j'aime t'emprunter l'expression. Parce qu'en fait, sa première ambition, c'est d'être dramaturge pour le théâtre, mais elle peine vraiment à se faire une place et elle finit en fait par apparaître devant la caméra un peu, pas par dépit, par opportunité on peut dire, mais c'est pas sa première ambition. Et le fait qu'elle devienne scénariste avec Frances A, c'est peut-être une forme d'aboutissement dans ce qu'elle voulait faire en premier lieu, écrire des films, et ce qu'elle fera par la suite plusieurs fois. Il y a une rencontre pour elle aussi qui est assez importante dans sa carrière artistique, c'est celle avec le réalisateur Joe Swanberg.
C'est avec elle qu'elle fait ses débuts et qu'elle va notamment être pour la première fois co-scénariste d'un film pour Anna Take the Stairs en 2007. Et elle va renouer avec lui en 2008 pour Night and the Weekends. Mais à l'époque, Greta Gerwig, elle n'est pas du tout épanouie dans ce nouveau rôle dans le monde du cinéma. Elle se dit à l'époque, elle a 25 ans, qu'elle est particulièrement déprimée et qu'elle se sent misérable. Elle n'est vraiment pas dans la plénitude artistique. Et comme tu nous le disais, en 2010, c'est la deuxième rencontre qui va changer sa vie artistique et personnelle, celle avec Noah Baumbach pour Greenberg, le film avec Ben Stiller, qui va lui permettre de tutoyer pour la première fois la gloire, ou en tout cas la gloire critique, avant que ce soit un véritable succès public. Il y a notamment le New York Times qui va lui faire son lot d'éloges. Une autre date importante, et ça c'est quelque chose qui va presque être un traumatisme en fait pour Greta Gerwig, c'est en 2012, la même année que Frances Ha, le film qu'elle tourne avec Woody Allen, To Rome with Love. Qui est pas très bon d'ailleurs. Hein. Non, c'est vraiment pas très bon. C'est pas le meilleur film de Woody Allen. Ouais, c'est vraiment, selon moi, c'est le début des Woody Allen qui sont vraiment pas très intéressants. Au moment où elle tourne le film, c'est certes un secret de polichinelle dans l'industrie, mais on est avant la vague MeToo qui va mettre à mal l'aura de Woody Allen. Donc elle ignore presque que Woody Allen est coupable d'actions répréhensibles par la loi, même s'il n'a pas été condamné. Et elle reviendra des années plus tard, après justement l'émergence du mouvement MeToo, pour dire que si elle avait su à l'époque tout ce qu'on reprochait à Woody Allen, elle n'aurait jamais travaillé avec lui, et d'ailleurs elle ne retravaillera jamais avec lui. Elle a détesté cette expérience, et c'est quelque chose qu'elle ne reproduira plus, donc tu vois qu'elle est très critique envers lui. Alors que très clairement, Woody Allen, il y a une vraie filiation de la part de Noah Baumbach et de Greta Gerwig dans leur travail par rapport à ce qu'a été Woody Allen en tout cas. Oui. Quelque part, alors évidemment, je comprends tout à fait ce qu'elle ressent envers les agissements de Woody Allen, mais c'est aussi peut-être une manière de tuer le père en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Même si on y reviendra peut-être dans l'analyse, c'est vrai que dans l'esthétique, on peut penser au Manhattan de Woody Allen. Ah, c'est évident, oui. C'est évident, hein, mais j'ai l'impression que le New York que nous propose Noah Baumbach et Greta Gerwig est quand même plus inscrit dans les rues. On imagine plus facilement les quartiers de Brooklyn que ceux de Manhattan, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc l'année suivante, c'est l'année de la sortie de Frances Ha, qui est donc un peu la concrétisation de la connivence artistique et sentimentale qu'elle a avec Noah Baumbach, et c'est la vraie gloire, cette fois celle des Awards, puisqu'elle va être nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice. Alors il y a deux catégories, vous le savez, au Golden Globe, il y a la catégorie drame et la comédie, et la catégorie comédie ou musical. C'est dans cette catégorie-là qu'elle va être nommée pour sa performance. Il y a, là je dépasse un tout petit peu, d'habitude on s'arrête au film qui nous intéresse pour retracer la carrière des gens sur lesquels on se penche, mais il y a quand même le fait qu'elle a une troisième collaboration en 2015 avec Noah Baumbach pour un film qui s'appelle Mistress America, qui est aussi très autobiographique sur Greta Gerwig, et il y a de nombreux observateurs qui considèrent que Frances Ha, Miss America, pour lequel elle joue et co-scénarise, et Lady Bird, qui est sa réalisation peut-être la plus connue et la plus célébrée, même si tu n'es pas très fan de ces films, forment une espèce de trilogie autobiographique de ce qu'est Greta Gerwig en fait. Donc au-delà de mes mots, Gré Pigeon, j'ai l'impression que pour bien cerner qui est Greta Gerwig, il faut se pencher sur ces trois films, sur son travail, qu'on les aime ou qu'on les déteste, ces films. Ouais, ouais, c'est vrai que Lady Bird, moi j'ai pas trop apprécié, peut-être plus par les deux acteurs qui jouent dans le film que par le film en lui-même d'ailleurs, mais bon, on n'est pas là pour parler de Lady Bird, on est là pour parler de Frances Ha, et notamment donc de son tournage et de sa production, qui sont assez atypiques en même temps, hein, même si c'est un film indépendant à tout petit budget, la manière dont il s'est fait est assez particulière. Alors, pour un film, en tout cas, à cette petite dimension, faut quand même noter qu'il a été tourné à New York, à Sacramento et quand même à Paris. Hein. C'est pas rien. Et il y a une raison à ça.
Oui, c'était une volonté scénaristique de Noah Baumbach et de Greta Gerwig et qui a été rendue possible grâce à l'utilisation d'un matériel assez rudimentaire. Alors on pourrait penser au noir et blanc, mais c'est surtout, comme tu me le signalais avant le podcast, l'utilisation de caméras assez rudimentaires qui a permis de faire de grosses économies sur le budget de tournage et de pouvoir voyager comme ça. Et cette errance perpétuelle, on va y revenir, je pense, au moment de l'analyse. Ouais, le budget du film est 3 millions de dollars, ce qui est peu, hein, clairement, Mm. pour un film avec avec autant de locations de tournage. L'idée de base de Greta Gerwig, parce que c'est elle qui est à l'initiative du film, c'était de faire un film sur l'amitié, parce qu'elle considérait que c'est un sujet qui est très peu traité, que ce soit dans les chansons ou dans le cinéma, parce que il y a des histoires d'amour qui se terminent mal, où il y en a des millions, que ce soit en chanson ou au cinéma. Par contre, des histoires d'amitié qui se terminent mal, il y en a pas, ou peu. Et donc elle s'était dit que c'était l'occasion de raconter cette histoire-là, et qu'elle allait pouvoir ouvrir un créneau, tracer un sillon qui n'avait pas encore été vraiment tracé. Mm. Et d'ailleurs, l'écriture du scénario n'a pas été simple. Ils ont eu, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une chronique, hein, c'est la vie de Frances à travers différentes petites scénettes. Et ils ont écrit beaucoup de scénettes qui n'ont pas été conservées, notamment où on voit tout un pan de la vie de Frances qu'on ne voit pas dans le film, notamment autour de sa famille. Tu as parlé de ses parents qui ont un petit rôle dans le film, et au moment de l'écriture, l'implication des parents était beaucoup plus importante. Et ils ont décidé de se centrer vraiment sur elle et sur ses amis, de sa vie à New York, parce que c'était vraiment ce qui était intéressant dans ce qu'ils voulaient raconter. Mm. Alors, en fait, oui, c'est un autre paramètre qui est intéressant dans ce qu'ils voulaient faire, c'est que Frances a pile poil l'âge où on est entre deux choix, ou entre deux phases de sa vie. On passe d'un moment de la vie où la famille est ce qui est le plus important, à celui où c'est l'amitié qui prend le dessus, avant de se créer soi-même sa propre famille. Et donc elle est vraiment à ce croisement de la vie, et elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent, alors qu'elle voit les gens autour d'elle faire des choix qu'elle n'est pas encore prête à faire. Eh ben, plongeons dans l'analyse, parce qu'en plus, tu m'as tendu une magnifique perche. Justement, on est dans cet entre-deux âges avec la fin des rêves d'enfance et le début des concessions qu'on fait à l'âge adulte avec Frances A. Cette espèce d'équilibre précaire entre ces deux périodes de la vie, c'est quelque chose qui, moi, m'a semblé signifier notamment visuellement dans le film, parce que je ne sais pas si tu as noté, mais il y a beaucoup de scènes où Frances est en équilibre. Alors parfois, c'est anodin, elle est en train de faire un peu celle qui arpenterait une poutre, mais sur le rebord des trottoirs, comme pourrait le faire un enfant. On la voit aussi en équilibre près d'une rame de métro. Elle n'est pas encore totalement détachée de ce qui faisait l'enfance et ses rêves, et elle n'est pas prête à lâcher prise et à plonger dans l'âge adulte et dans ses tourments. Ouais, je suis d'accord avec toi. Son personnage, il cache un vrai désespoir. À tout point de vue, que ce soit professionnel, amoureux, personnel, ou même le fait elle a nulle part où vivre, et tout simplement parce qu'elle n'a pas encore fait le deuil de tous ses rêves de grandeur. Elle pense encore qu'elle va devenir quelqu'un de très important, de très grand, et elle a un optimisme teinté de pessimisme. C'est assez étonnant. Comme je le disais, vraiment, on est à la frontière entre deux âges, qui fait qu'elle rêve encore de ce qu'elle pourrait être, tout en se rendant compte qu'elle ne le sera jamais. Oui, et d'ailleurs, le film va faire des retours réguliers entre ce qui est des évocations de sa jeunesse. Alors, c'est parfois très subtil dans sa manière d'être, c'est parfois beaucoup plus clair dans ce passage qui revient à Sacramento qu'on a évoqué. C'est aussi parfois quelque chose de plus profond. Il y a notamment le fait que Frances, elle est dans la peine au moment de gérer son budget. On la voit notamment au téléphone avec ses parents demandant une aide financière. Elle n'est pas émancipée en fait, elle a encore presque un cordon ombilical métaphorique. Et elle aperçoit ce monde de l'âge adulte dans d'autres scènes. Elle en est très détachée. Je pense à cette séquence où elle est dans un dîner avec des personnes de son âge, mais qui ont fait le choix de la raison et qui expriment en général des problèmes liés à leur carrière, alors qu'elle a des réponses très drôles d'ailleurs. Hein. Le film est un film qui reste très drôle.
complètement déconnectés de leur réalité. C'est un film où elle se transforme, elle a besoin de secours, mais elle a besoin en même temps d'en finir et de se jeter dans la vie. Et c'est un peu comme ça que se conclut le film. On va sans doute spoiler au cours de notre analyse, mais en fait, c'est pas très grave de spoiler Frances A. Il y a une autre scène qui m'a dans le même esprit qui m'a fait rire. C'est celle où elle rompt avec son premier petit ami. En fait, il lui propose hein, de venir s'installer chez lui, mais on sent chez tous les deux en fait que l'amour n'est pas là, mais qu'il y a un côté pratique. Donc lui, il a passé ce cap justement il faut faire des concessions même en amour hein, pour pouvoir vivre une vie d'adulte new-yorkaise. Elle n'est pas encore prête à faire ce pas. Oui, et c'est aussi quelque chose, je pense, qui revient avec ce que tu nous signalais comme étant une des volontés principales de Bombard et de Gerwig, c'est de faire du film une histoire d'amitié, et cet entre-deux âges et le péril de l'âge adulte, il est très incarné par la meilleure amie de Frances dans le film, qui, elle, fait le choix de la raison, fait un mariage qui est complètement de raison et pas du tout d'affection, et qui en est très malheureuse. Et là, il y a une inversion qui est très intéressante dans le film, c'est que au début du long métrage, Frances est montrée ivre après une soirée, et l'un de ses colocataires va lui apprendre une technique pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Je vous la donne si jamais vous faites des soirées arrosées, c'est de vous allonger dans votre lit et de laisser un pied collé par terre, plié. C'est elle qui va venir au secours de son ami par la suite, parce que son ami est dans le désespoir et au cours d'une soirée consomme un peu trop d'alcool, et elle va lui prodiguer ce geste aussi. Frances A, c'est un peu cette inversion entre ce moment où on est au chevet de quelqu'un et ce moment où cette personne s'émancipe et prodigue cet héritage aux autres. Il faut noter quand même, on le disait pour le contexte de production, que c'est vraiment un film qui est en perpétuel mouvement. Tout le film est construit sur le fait que Frances navigue de colocation en colocation, mais c'est aussi des choses beaucoup plus lointaines. Comme tu l'as dit, il y a ce Sacramento à l'autre bout de l'Amérique, il y a ce Paris. Ça accentue le fait Passage que... à Paris, il est hilarant quand même. Oui, oui, elle passe complètement à côté de cette espèce d'extase spirituelle que devrait prodiguer Paris, parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle finit par aller au cinéma pour voir Le Chapeauté. Donc, Oui, c'est c'est ça. quand même la chose la plus épanouissante. Tout ce Elle que trouve une librairie vraiment typique dont on s'imagine qu'elle pourra enfin trouver quelque chose. Elle est fermée, on lui refuse l'entrée. C'est vraiment un rendez-vous manqué. Le seul moment où elle pourrait enfin être à Paris pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire rencontrer, comment elle s'appelle le personnage c'est la fille de Meryl Streep, dont j'ai oublié le nom du personnage. Mais c'est la seule fois où on entend parler d'elle, c'est quand elle est sur le retour vers l'aéroport. Encore une fois, c'est très drôle. Hein. Ouais, c'est un rendez-vous manqué très drôle, perpétuel. C'est ça qui fait véritablement, je trouve, le charme du film, c'est cette espèce d'humour qui est jamais potache, mais qui est toujours très subtil. Frances, à travers tous ses voyages, toutes ses pérégrinations, on sent qu'elle a encore sa place nulle part. Et en fait, l'épanouissement du film dans son dénouement, ça va être le fait que finalement, la place que doit prendre Frances, c'est pas une place qui est définie par la vie, c'est une place qu'elle doit se créer elle-même à travers son expression artistique favorite, c'est la danse. Mais la danse est aussi associée quand même, une fois de plus, au deuil de ses illusions d'enfant. Elle se rêve pendant un moment danseuse, elle pense qu'elle va pouvoir gagner sa vie comme ça, mais elle va devoir transformer sa vision. Et là, on rejoint peut-être un peu ce qu'est Greta Gerwig. Elle doit faire le deuil de son fantasme d'être danseuse pour devenir chorégraphe. Elle n'est plus celle qui incarne la vision des autres, elle est celle qui porte la sienne. Et c'est quelque chose qui revient dans la scène de fin du film. Ouais, ben en fait, pendant tout le film, on va la voir toucher le fond plusieurs fois. À chaque fois, on se dit que ça y est, elle a vraiment touché le fond. Mais non, elle arrive toujours à faire pire. Mais c'est finalement ça qui va lui permettre toutes ces ambitions frustrées qui vont lui permettre de grandir et enfin de réellement s'accomplir. On imagine que vraiment que Greta Gerwig raconte, comme tu l'as dit, hein, sa vie là. Ouais, je pense aussi. Et cette scène de fin, c'est une scène que je trouve très belle parce que sur scène, tout le film est résumé en 2 minutes de chorégraphie de danse moderne. Et en plus, c'est quelque chose qui se livre face à tous les personnages qui ont émaillé le film, les innombrables personnages, avec notamment Adam Driver qui a ce petit rôle qu'on évoquait déjà dès la semaine dernière. Ces gens ont gravité autour de Frances et finalement, face à eux, elle livre la part intime de son être qu'elle leur refusait presque jusqu'à présent.
Il faut quand même revenir sur la patte esthétique du film et ce qui fait une partie de son charme. Tu nous en parlais, c'est notamment ce noir et blanc. Ouais, on pourrait presque penser que le film est français s'il se passait pas à New York. On sent vraiment l'inspiration d'un François Truffaut ou, comme je le disais plus tôt, pour revenir sur une référence américaine, d'un Jim Jarmusch des premières années. On sent vraiment que le film est tourné rapidement, vraiment presque sur l'instant. Il y a une volonté de faire improviser, alors que tout est très écrit. Hein. Les dialogues sont très 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 écrits et d'ailleurs le tournage n'a pas été facile parce que les Gerwig et Bombach tenaient absolument à ce que les comédiens suivent le texte à la virgule près. On sent que le film a été extrêmement travaillé. Ouais, il y a une grande sophistication dans les dialogues. On imagine très mal en fait ces échanges dans la vie quotidienne, alors que c'est complètement, on pourrait croire que c'est complètement contraire à l'esprit du film parce que c'est une chronique de la vie quotidienne. Mais en fait, ces dialogues qui sont très élaborés, moi c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié parce que certes ça offre une certaine déconnexion avec le réel, mais en même temps il y a ce sens de la répartie du bon mot qui donne tout son humour au film, tout l'esprit de Frances Ha, il réside pour moi dans ses échanges tout autant que dans le parcours de Frances. C'est en ça que la filiation avec Woody Allen a fait vraiment sens, hein, pour moi. Il y a ce côté très écrit, très drôle en même temps et très new-yorkais, hein, qui font de Bombach le Woody Allen des années 2000. Ouais. Et Gerwig, de Bombach et Gerwig, pardon. Oui, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'elle a un rôle plus qu'important dans ce film-là. Alors le film, est-ce qu'il a marché, à ton avis? À mon avis, je pense que c'est un film qui reste assez confidentiel. Donc je pense qu'auprès du public, ça n'a pas forcément marché, mais j'imagine très bien les critiques être très enthousiastes, comme je le suis personnellement. Exactement. Alors le film a plutôt marché, mais dans un petit milieu intellectuel, sur les deux côtes en fait, hein, Los Angeles et à New York, c'est à peu près tout. Alors comme je l'ai dit plus tôt, il a un tout petit budget de 3 millions, il a rapporté en tout 11 millions de dollars, donc c'est pas si mal. Hein. Mais il a eu plus de succès à l'étranger qu'aux États-Unis, et notamment en France, où le film a bien marché. Il a fait 130 000 entrées quand même. Non, il a fait 130 000 entrées la première semaine, hein, pour arriver jusqu'à 200 000 quand même. Ah oui. Plutôt pas mal. Et niveau critique, alors là, par contre, oui, c'est beaucoup d'éloges. Le film a un 93% sur Rotten Tomatoes, c'est vraiment très 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 élevé. Et toutes les critiques, notamment à New York, ont vraiment dit que le film était marqué un renouveau dans la carrière de Bombach, et ce qui était le cas d'ailleurs, hein, parce qu'après il a pu continuer à faire des films qu'il voulait faire, jusqu'à même devenir la tête pensante du prochain Barbie. Ouais, là on a du mal à comprendre, mais bon, voilà. Il faut quand même dire que Bombach a scénarisé Madagascar 3. Oui, c'est quelqu'un capable de vrais grands écarts. Tu nous parlais de Fantastic Mr. Fox au début du podcast. C'est presque le Wes Anderson le plus universel. Il est très inscrit dans son univers, mais c'est quelque chose de très enfantin en même temps. Donc c'est pas si étonnant que ça, finalement, de voir Bombard alterner entre film grand public et film intimiste, même si effectivement, Barbie, on a tous eu du mal à comprendre ce que lui et Greta Gerwig allaient faire là-dedans, mais on attendra de voir le film pour juger sur pièce, et il sera peut-être un jour dans la prestigieuse sélection Criterion, et d'ailleurs c'est Grey Pigeon le moment favori de notre podcast, celui que l'on attend tous les deux chaque semaine, celui du tirage au sort. Et oui, donc c'est le moment du tirage au sort. Alors il y a à ce jour 1187 films au compteur de la collection Criterion, et donc le compteur est lancé et ce sera le numéro 132. Alors je fais une petite recherche sur la page Criterion, et le numéro 132, eh bien il s'agit d'un film que je ne connais pas du tout, je ne saurais même pas dire de quel... Ah, c'est un film anglais qui s'appelle The Ruling Class par Peter Medak. Ah bah, totale découverte. Ah ouais. C'est avec Peter O'Toole. Et le film dure 2h30. Voilà. Donc, on passe d'un film très court, hein, Frances Ha ne fait même pas 90 minutes, à un film beaucoup plus long, donc de plus de 2h30.
Eh bien, préparez vos 2h30 de temps pour rejoindre la bande du Ciné Club sur notre Discord dès ce week-end pour avoir des échanges passionnés autour du film. Et toi et moi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les podcasts vont ressortir désormais le mardi, c'est la fin des vacances scolaires. Donc on va pouvoir reprendre notre rythme pour parler de, rappelle-moi le titre, The Ruling Class. The Ruling Class, très bien. Dieu est mon droit. Dieu est mon droit, de son titre français. Tout un programme. Je te remercie de m'avoir accompagné et je souhaite à tous nos auditeurs une bonne semaine. Salut à tous.